dire que je suis contente de vous rencontrer. On m'a dit Bougie, Béjaïa, alors moi ça me fait toujours beaucoup d'effet encore, malgré mon âge, et que j'ai quitté Bougie depuis longtemps maintenant, même si j'y retourne tout le temps. Mais avant de commencer cet exercice devant vous, et de vous parler peut-être de la vie culturelle, la scène culturelle, comme on dit en Algérie, je voudrais dire au président, il est où? Je suis là. Ah d'accord. Vous ne deviez pas vous asseoir là? J'arrête. Vous avez cité deux artistes, bougiotes, d'abord Sadek El Bedjaoui et Jamel Alem. Il se trouve que les deux, j'ai une petite histoire à raconter sur les deux. J'ai habité les premières années de ma vie dans l'immeuble où la famille de Sadek avait une épicerie. Et donc, nous voyons, en nous mettant à la fenêtre, en face de la poste de Bougie, pour ceux qui se rappellent encore de cette ville, et nous voyons, il tirait sa chaise sur le trottoir et il s'asseyait. Et mon grand-père avait une passion pour sa musique, et il s'est trouvé que j'ai eu un accident de la route en scooter, et que ma mère achetait peut-être une des premières télévisions de l'époque, en noir et blanc, et que quand il y avait, et qu'elle était dans ma chambre, et que, alors là vous n'allez peut-être pas être content, et que mon grand-père venait dans ma chambre pour écouter Sadek El Bedjaoui, et que pour moi c'était une torture. J'avais 13 ans et j'étais effrayée quand on me disait il y a Sadek qui va passer. Je ne pouvais pas sortir de la chambre. Et Jamel Alem, évidemment, je l'ai connu différemment puisque on était des amis, on était des camarades. Je sais qu'il avait été à Moretti à un moment donné chargé d'organiser toutes les soirées d'un lieu qu'on appelait, je crois, la voûte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet endroit. Et mon frère était un ami à lui aussi, il était à l'époque directeur commercial du tourisme, et ils avaient fait venir Léo Ferré et tous ces chanteurs de la chanson française qu'on aimait tant. Et voilà, donc ça c'est les deux petites histoires que je voulais vous raconter. C'était un peu pour me mettre en forme. Voilà, alors d'abord l'écriture, si vous voulez. Moi, j'ai beaucoup écrit pour mon travail, d'abord, parce que j'étais avocate et ensuite j'étais fonctionnaire international. Et j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle la littérature grise, c'est-à-dire des rapports, des interventions mais des rapports importants, hein, comme le viol des femmes en Bosnie-Herzégovine, et puis d'autres choses aussi importantes. Mais là, je voudrais juste parler de l'écriture en tant que forme d'art créatif, si vous voulez. Et je crois qu'avant d'être un acte militant, c'est d'abord un acte de plaisir. Je crois qu'écrire, c'est vraiment un très très grand plaisir. Surtout quand je découvre l'écriture et que j'écris ce livre, tu peux me le passer là, tu l'as. Et que je sors ce premier livre qui s'appelle Une éducation algérienne, je ne sais pas si vous l'avez lu. Ne croyez pas qu'il s'agit de programmes scolaires, non, pas du tout. C'est plutôt une initiation algérienne. C'est cette phrase que ma mère prononçait tout le temps, parce qu'elle était espagnole et qu'elle avait qu'un objectif. D'ailleurs, ça a été très lourd pour nous, c'était de nous donner une éducation algérienne. Et ça, c'était terrible, parce qu'elle avait une idée peut-être encore plus sévère et plus rigoureuse qu'une mère algérienne. Voilà, vraiment qui aurait été algérienne. Et donc, c'est comme ça que j'ai appelé ce livre, un peu en hommage à ma mère, qui a été une femme très importante, parce qu'elle disait tout le temps, quand mon père a été assassiné à Bougie, elle a tout quitté et elle s'est installée chez mon grand-père, le père de mon père, et ses amis lui disaient, mais on ne comprend pas pourquoi vous laissez votre maison. Elle disait, je veux que mes enfants aient une éducation algérienne. Voilà. Donc, j'ai une éducation algérienne, même si je ne parle pas l'arabe. Et donc, je vous disais que l'écriture, c'est un vrai plaisir. Et en même temps, je ne le dis pas pour raconter ma vie,
mais peut-être pour inciter les personnes qui sont là à avoir ce genre de démarche. Parce que nous sommes, en tant qu'Algériens, et en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, nous sommes en perpétuel questionnement sur ce qu'on appelle très rapidement l'identité, qui on est, qu'est-ce qu'on est, avec cette période du colonialisme, de décolonisation, des langues qui se mélangent, des cultures qui se mélangent, etc. Et je dois dire que l'exercice de l'écriture, quand c'est une écriture qui va chercher dans la subjectivité, je crois que c'est extrêmement important pour aider à une forme de liberté, pas de libération, mais de liberté. C'est-à-dire que vous comprenez mieux ce qui vous empêche d'aller plus loin parce que vous êtes un produit fabriqué par une histoire, par des langues, et nous avons donc des chaînes invisibles aux pieds, dans la tête. C'est ce qu'on appelle aussi le patrimoine, hein, ce qu'on appelle le patrimoine. Et évidemment, je sais que je suis mal placée ici de dire ça, mais que un des travaux de l'écriture, c'est justement de nous libérer un peu de tous ces patrimoines qui s'entrechoquent et qui se contredisent à travers nos personnalités, qui sont quand même des personnalités que l'histoire a traversées d'une façon très violente et souvent avec des traumatismes très grands. Ça, c'est une chose. Et en même temps, si vous voulez, pour moi, écrire ce livre, ça m'a vraiment permis d'aller... en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que je l'ai écrit tard dans ma vie. Il sort en 2007. En 2007, attendez, je vais calculer, j'ai 65 ans. 65 ans. Donc, il sort en 2007 et je me rends compte que c'est en écrivant ce livre que j'arrive à me libérer d'un sentiment d'injustice, au fond, qui m'avait empêché de vivre jusqu'à cet âge-là. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement... j'en parle parce que c'est pas un phénomène très individuel. Et d'ailleurs, quand le livre est sorti, beaucoup de gens sont venus me dire « Vous avez écrit mon histoire, c'est mon histoire », alors que j'ai été dans le détail de mon histoire que je pensais très particulière, parce qu'on a tous des histoires très singulières. Mais plus on raconte sa singularité, et plus on arrive à toucher les autres dans leur singularité. C'est ça que j'ai découvert en écrivant ce livre, parce que vous devez savoir que toute ma vie, j'ai entendu un mot terrible qui m'avait toujours traumatisée, qui m'avait paralysée, c'est « tu n'es pas comme les autres ». Et par exemple, en 62, quand je me fais ce cercle d'amis progressistes, intellectuels, révolutionnaires, qu'on est tous là en train de parler que du devenir de l'Algérie, quand je parle des femmes, on me dit « ah non, tu n'es pas comme tout le monde ». Parce que, et voilà. Et en écrivant ce livre, ce qui était formidable, c'est que je pense que j'ai touché chez tout le monde ce qui n'est pas comme tout le monde. Et c'est vraiment ça, si vous voulez, une des réussites, peut-être, à mes yeux, de cet ouvrage. Et moi, ça m'a sorti du sentiment d'injustice. Ça m'a sorti du sentiment d'injustice parce que j'ai pu, du coup, prendre cette distance entre la mémoire et l'histoire. Et j'ai fait de ma mémoire douloureuse, c'est-à-dire l'assassinat de mon père, un fait historique que j'ai replacé dans la grande histoire de l'Algérie, de tout ce qui s'est passé pendant la guerre d'indépendance, des haines qui se sont incrustées dans la guerre à travers peut-être cette guerre de l'ombre, comme on disait, qui a permis tous les dépassements. Et ici, je pense que je ne parle pas à un public non initié. On connaît tous dans nos familles, et ça s'est passé chez tout le monde. Mais je fais un peu, si vous voulez, j'essaye de vendre la marchandise, en quelque sorte, en disant que combien c'est important pour une société, pour une communauté, d'avoir des gens qui arrivent à écrire ces choses-là. Parce qu'à travers, évidemment, un livre écrit par quelqu'un d'autre, on peut retrouver aussi des pistes pour mieux se comprendre. Tout le monde ne peut pas écrire, évidemment, mais tout le monde peut lire. Et ça, comme vous avez dit tout à l'heure, la lecture,
C'est extrêmement important. Donc pour moi, l'écriture, c'est vraiment important. Ça, c'est... Et sur le plan, si vous voulez, des idées politiques, parce que je sais que vous ne voulez pas qu'on parle de politique, mais je ne pense pas qu'il y ait une culture qui ne soit pas politique. La culture est politique, sinon c'est pas de la culture. C'est un divertissement, ça peut être un enjolivement. Attendez, est-ce qu'on dit enjolivement? Non. Comment on dit? Non, je ne crois pas qu'on dise ça. Enjolivement. Oui, ça peut être un enjolivement, ça peut rendre la vie plus belle, mais ça ne peut pas l'expliquer. Je crois que la culture, c'est vraiment quelque chose qui vous mène à votre vérité. Et c'est ça, au fond, la politique. C'est pouvoir arriver à la vérité des hommes et des femmes qui vivent ensemble. Et c'est ça qui aide le vivre ensemble. Parce que si tout le monde allait jusque dans sa vérité, ça rendrait la vie beaucoup plus facile dans une société. Peut-être que ici vous ne la vivez pas comme ça, mais une société qui est quand même très marquée par des pesanteurs familiales, des pesanteurs historiques, des pesanteurs, des traditions. Et je ne vous parle pas du candidaton, de toutes ces choses-là qui sont le quotidien, mais le bas, si vous voulez, de l'échelle. Donc c'est très important parce que à travers cette écriture, mais à travers l'art, c'est-à-dire l'art visuel, à travers la photo, à travers le cinéma, on arrive, si vous voulez, les artistes, et c'est le rôle des artistes, arrivent à mettre en lumière vraiment, peut-être non pas ce patrimoine ancien qu'il faut connaître, mais dont il faut se libérer bien vite, n'est-ce pas? Mais de permettre justement à créer son futur de demain. C'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui, c'est pour demain. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment très important. Et je crois que dans le cadre des sociétés, des communautés, des groupes, des artistes qui vivent à l'étranger, qui vivent loin dans les diasporas, en quelque sorte, je crois que dans les diasporas, le phénomène est encore beaucoup plus accentué d'avoir à vraiment fabriquer son patrimoine. C'est-à-dire que son patrimoine, c'est d'abord ce qu'on se fabrique soi-même. Et on peut se rattacher à des souvenirs, on peut se rattacher à des idées, et c'est très important. Mais je milite vraiment pour cette reconnaissance, si vous voulez, je l'ai dit la dernière fois chez Gallimard, pour moi la culture, c'est ce qui me permet d'être ce que je ne suis pas, à partir d'être ce que je suis. Vous voyez? Et c'est ça qui est très important. Surtout, vous avez parlé des jeunes générations, jeunes générations qui vivent ici, les deuxième, troisième, quatrième générations, qui sont évidemment souvent prises dans des conflits. On voit bien avec aujourd'hui tous les problèmes du décolonialisme, les problèmes des féministes racisées, par exemple. On voit bien combien le passé revient. Le passé revient. Et le passé revient sur des distances de 40, 50 ans. Ça, c'est une chose qui est assez intéressante à dire. Par exemple, quand je vois une jeune fille qui a 25 ans, 30 ans, parler de la décolonisation, je suis un peu étonnée, si vous voulez. Parce que la décolonisation, c'est nous. C'est nous qui avons été décolonisés. La première génération. C'est elle qui a, au fond, porté ce projet de décolonisation. Et on est étonné de voir que dans 2, 3, parfois même 4 générations, on voit les jeunes revenir sur cette idée. Donc voilà, ça, on n'est pas loin de la culture. Hein, ça fait partie justement des éléments de culture peut-être les plus intéressants et ceux qui nous aident justement, d'où la nécessité d'avoir des associations comme la vôtre, parce que de mettre l'accent sur la culture. Par exemple, je suis toujours en train de militer à Alger pour qu'on instaure des cours d'art dans les petites classes. Parce que si vous n'apprenez pas aux petits à regarder des images, à décoder des images, parce qu'une image,
il y a un apprentissage de l'image. Vous voyez, par exemple, ces hommes, on les appelle des fous, qui vont à chaque fois détruire la statue nue de la fontaine de Sétif. Vous connaissez l'histoire. C'est récurrent. C'est récurrent. Ça revient. C'est parce que il n'y a pas cette distanciation avec l'image et la représentation. Comme vous savez que dans l'islam, la représentation est interdite, donc on l'a complètement interdite. Et c'est peut-être une erreur fondamentale, parce que dans la religion chrétienne, on n'a pas interdit la représentation, tout en disant qu'il était impossible de représenter. Et que tout ce qu'on faisait, c'était de la représentation. Donc vous voyez, c'est une éducation profonde d'une société qui est habituée à la représentation. Vous voyez, ça, c'est une entrée en matière. Hein. Mais je vais vous parler plutôt à partir de tous ces éléments, vous allez comprendre pourquoi en 2015, tard dans ma vie donc, vraiment, j'ai ouvert en plein centre d'Alger un centre d'art. Un centre, pas une galerie, ce n'est pas une galerie, c'est un centre de création qui reçoit des artistes en résidence et qui restent un mois et demi, ça dépend de leur demande, mais moins c'est pas très important, c'est pas efficace si vous voulez, et qui pendant un mois et demi, dans cet espace, qui est un espace qui est sans doute le premier espace en Algérie, je mesure mes mots, hein, le premier espace en Algérie qui a été conçu pour faire de l'art contemporain. Il y a 500 mètres carrés, 5 mètres de haut, il n'y a que des poutres, c'est tout un espace d'un seul tenant, il n'y a pas de mur, et c'est vraiment l'espace qui a accueilli, il y a un critique d'art que j'aime beaucoup, qui appelle le génie du lieu, Et je pense que ce lieu a eu un impact sur les artistes qui sont venus pour la première fois, se trouvant dans un espace immense. Il y a par exemple un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Mounir Goury, que j'ai exposé ici à Montréal il y a 4-5 ans, peut-être 5 ans, et qui pour la première fois a fait une résidence dans ce lieu de 500 mètres carrés, qui était complètement perdu, et qui a fait un très joli texte d'ailleurs, et qui a fait un rendu de résidence magnifique, parce qu'il a fait des dessins, des petits dessins très précis, avec des corps qui essayent de fuir du cadre de la feuille, du cadre du tableau, mais en pièces détachées. Par endroits, il y a une jambe, par endroits, il y a un bras, par endroits, il y a la tête. Et c'est pas parce qu'il a été égorgé, non, pas du tout. C'est parce qu'il disait, à chaque fois que j'étais dans un endroit, il n'avait jamais été dans un espace aussi grand, j'avais l'impression que j'avais laissé mes jambes de l'autre côté, ou ma tête de l'autre côté. Et quand il oubliait sa clé, il fallait qu'il court de l'autre côté. Enfin, et il a rendu, si vous voulez, cette idée de l'espace. Donc, c'est pour toutes les idées que j'ai présentées un peu en introduction sur ce que je pense de l'art et de la place de l'art dans la société, que j'ai ouvert ce lieu de création. Et ce lieu a répondu pour moi d'abord à un manque. Quand je suis revenue à Paris après avoir été 20 ans à Alger, quand je suis revenue à Alger après avoir été 20 ans à Paris à l'UNESCO, où je me suis occupée du programme sur les femmes, je ne trouvais plus l'Algérie. Je retrouvais plus l'Algérie. J'avais laissé une Algérie qui avait quand même mis la politique au centre de ces débats. On parlait beaucoup de politique. Il y avait la cinémathèque, il y avait des gens. C'était vivant. Quand je suis arrivée en 2002, alors il y avait eu évidemment la décennie noire, et plus personne ne parlait de politique. Et je n'arrivais plus à trouver le fil. Le fil était
rompu, le fil était rompu. Et j'ai une nièce qui fait de la peinture, qui est une grande artiste d'ailleurs, et qui m'a dit un jour, arrête de t'occuper de moi, occupe-toi de mes amis. Et donc, comme j'étais une retraitée, voilà, que j'avais beaucoup de privilèges, etc., j'ai dit, oui, pourquoi pas au fond. Et donc, j'ai fait une exposition chez moi, dans ma maison à Alger, au 30 de la rue Didouche. Et j'ai mis sur les murs 60 œuvres d'art contemporain de 5 artistes. Et la veille de l'ouverture, c'était une exposition privée qui devait être ouverte pendant 4 jours. Il y a eu un monde fou. C'est un appartement qui fait à peu près 200 mètres carrés. Il y avait en permanence, on peut dire, 150 à 160 personnes qui voyaient les tableaux, qui repartaient évidemment, etc. Et la veille donc de l'ouverture, j'étais toute seule. Alors, j'allume une cigarette. Je suis seule. On a beaucoup travaillé pendant une semaine. On a mis tout ce que j'avais sur les murs, on les a mis par terre, on les a mis dans une chambre, et on a mis tous ces tableaux. Et là, j'ai regardé, et j'ai eu une révélation. Et je me suis dit, mais les questions que je pose à l'Algérie d'aujourd'hui, les questions politiques que je pose à l'Algérie d'aujourd'hui, elles sont sur ces murs. C'est là. C'est par la culture qu'il faut aujourd'hui poser les problèmes. Il n'y a pas d'autre moyen. Et je peux vous dire que le Hirak n'a fait que confirmer ça. C'est-à-dire que la situation politique, il faut la prendre comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment créer cet homme et cette femme libres, si on veut un pays libre. Et c'est pas par des slogans politiques qu'on peut libérer les gens. C'est vraiment en leur parlant, à cet Algérien et cette Algérienne qui est un produit de l'histoire, qui est un produit d'une histoire catastrophique. Parce que depuis peut-être même 1870, l'autre jour je lisais que le 14 juillet 1953, donc plus d'un an avant la guerre d'indépendance, à Paris, il y a eu déjà un mouvement qui a été arrêté par la police. C'est fou, c'est-à-dire que jamais ce pays n'a soufflé, jamais ce pays n'a été au fond en paix. Jamais, jamais. Et donc c'est ça la question qui doit aujourd'hui nous intéresser. C'est pas tellement de changer un gouvernement ou un président, ou voilà. C'est vraiment nous, changez-nous d'abord. Voyez. Et aujourd'hui, je vais vous dire, j'étais invitée par des amis palestiniennes et palestiniens pour aller à la marche. Et j'ai fait donc la marche avec les Palestiniens. Et est venu prendre la parole un représentant des autochtones, des gens. Et il a été absolument remarquable. Et il a dit, nous devons lutter, mais nous devons d'abord lutter contre nous, pour nous libérer de nous-mêmes. Ils ont fait de nous des gens violents, ils ont fait de nous des gens violents. Il a trouvé un autre mot que j'ai oublié. Nous devons nous libérer de cette violence. Nous devons redevenir des êtres humains. Et ça, j'ai trouvé que c'était un message qui est compliqué à mettre en œuvre, surtout quand on fait de la politique, quand on est en politique, mais qui est extrêmement important, extrêmement important. Et c'est pour ça que l'action politique, l'action culturelle, c'est une action extrêmement importante, dans la mesure où moi je fais la différence entre la politique et le politique. Le politique, pour revenir à la vieille définition grecque, c'est ce qui va gérer les rapports des hommes, enfin à l'époque c'était que les hommes d'ailleurs, qui va gérer les rapports des êtres humains dans la cité. Et ça c'est le politique.
Le politique. Le politique au sens ontologique du terme. Et la politique, c'est comment on organise ça. Mais je pense qu'il faut, aujourd'hui, mon point de vue, si vous voulez, sur l'Algérie, puisque je peux vous le dire, puisque je vis là-bas, je crois qu'on ne peut plus avoir de discours sur la politique. Mais il faut retrouver le politique. Il faut retrouver ces raisons qui nous font vivre ensemble. Voyez ? Et il faut retrouver cette liberté en nous. Vous voyez, je pense qu'en Algérie, le processus de libération a écrasé le processus, la liberté. On a libéré le territoire, mais on n'a pas libéré les hommes et les femmes. Et si on veut parler de démocratie, on ne peut pas parler de démocratie en dehors de ce processus de liberté. Vous voyez, il faut faire la différence entre les mouvements de libération et les mouvements libertaires. Un mouvement libertaire, c'est celui qui libère pas dans le sens péjoratif du terme, mais le mouvement libertaire, c'est celui qui libère l'individu. Voilà. Et je pense que l'individu, c'est la personne qu'il faut vraiment, qui doit être au centre de nos préoccupations. Et l'art, c'est exactement le travail de l'art. Le travail de l'art, c'est de s'intéresser à l'individu, de faire parler l'individu, même plus, de mettre devant l'individu des choses auxquelles il n'avait pas pensé, ou des choses sur lesquelles il ne pouvait pas mettre de mots. Les poètes, par exemple, pourquoi nous aimons les poètes ? Parce qu'ils arrivent à mettre des mots sur l'indicible. Ils arrivent à évoquer des sentiments que nous n'arrivons pas à formaliser sous forme de mots. Dernièrement, on a eu la chance d'avoir un dernier ouvrage publié en Algérie, pour cette fois, par Samira Negrouche, que vous connaissez sans doute. Et c'est vrai que moi, j'adore la poésie de Samira Negrouche, et quand Samira parle des choses qui nous sont tellement proches, quand elle est vraiment, c'est une poète algérienne, universelle, hein, mais je veux dire qu'elle porte en elle justement tout ce que nous avons en nous et que nous n'arrivons pas à formuler. C'est ça le poète. Et le peintre, l'artiste, celui qui fait des images, il arrive lui aussi à dire l'indicible. Et il arrive même à faire des images que lui n'arrive pas à comprendre. Vous voyez ? Il y a un grand peintre américain qui disait « Si je sais ce que je vais peindre, je ne peins pas ». C'est ça si vous voulez, le côté précieux de l'art. C'est d'être sur ces chemins-là. Parce que sinon, si on est sur les chemins de tout le monde, voilà. Mais c'est d'être sur ces chemins-là, vous voyez. Les chemins de l'indicible, les chemins qu'on ne comprend pas, etc. Et donc, quand j'ai compris que c'est par l'art que passaient ces choses-là, j'ai ouvert ce lieu aux artistes algériens d'abord, en priorité évidemment, mais aussi aux artistes étrangers. Pourquoi ? Parce que je pense que ces chemins que je voudrais emprunter et que je voudrais aider à ce que d'autres empruntent, c'est des chemins qui sont des chemins où il faut rencontrer d'autres gens que nous. Vous voyez ? Par exemple, je disais, je ne sais plus à qui je disais ça, je fais tellement de choses en ce moment que j'oublie. Je disais, est-ce que tu peux imaginer que dans les rues d'Alger, il n'y a que des Algériens ?